vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on n'est pas propriétaire, il devient plus difficile de se loger depuis 10 ans et pas juste à Montréal. Nous vivons toujours une crise du logement qui ne montre pas de signe de ralentissement. La pandémie a eu un fort impact sur les prix de location. Le prix des loyers augmente de manière constante, passant de 800 $ pour un 4,5 dans la grande région de Montréal à plus de 1400 $ actuellement. Cette année, le tribunal administratif du logement a fixé à 3% le taux de base de calcul des fixations de loyer. Cette hausse semble modeste, pourtant le règlement sur les critères de fixation de loyer a été révisé à l'automne et de nombreux ajouts peuvent aujourd'hui faire gonfler ce calcul. Le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec prône plutôt un gel des loyers dans le contexte actuel. Il y a aussi une pénurie de logements abordables malgré la construction de nombreux condos et d'habitations plus luxueuses. C'est pourquoi certains organismes de locataires pensent que c'est le temps de développer le hors-marché et que les municipalités devraient acheter des terrains et des immeubles pour les protéger de la spéculation. Alors, quels sont les besoins en matière de logement locatif et comment y remédier? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous nous intéressons au marché du logement locatif dans cette période de crise du logement où les loyers sont à la hausse et les logements abordables se font de plus en plus rares. Nous en parlons avec nos invités. Je suis en compagnie de Evelyne Heremans, la directrice de l'Association des locataires du Centre du Québec, un organisme de défense des droits en éducation, en droit et logement. Bonjour. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis aussi en compagnie de Colin Pratt. Vous êtes juriste, sociologue et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Donc, nous vivons une époque difficile pour les locataires. La métropole compterait 63% de locataires qui doivent consacrer parfois plus de 30% de leurs revenus pour se loger. La crise du logement est toujours là et le taux d'inoccupation voisine les 2% à Montréal avec de fortes hausses de loyers. Cela se fait également sentir hors de la métropole et des grandes villes. Selon un rapport de regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, les loyers ont presque tous augmenté d'une fois et demie. On parle donc d'entre 34 et 53% dans toutes les régions métropolitaines de recensement du Québec entre 2021 et 2025. Il est difficile partout de se reloger de manière abordable. Pour commencer, Madame Heremans, quelle est la situation du centre du Québec? C'est plutôt difficile en ce moment. L'augmentation du loyer moyen dans la dernière année, juste à Victoriaville, c'est 8,5%. C'est un pourcentage depuis 2018 de 70% d'augmentation du loyer. C'est difficile de se loger à des prix qui sont raisonnables. Puis vous l'avez mentionné par rapport au respect du 30% des revenus consacrés au loyer. C'est très difficile pour les gens de payer un loyer qui équivaut à ce 30%-là, puisqu'ils sont majoritairement tous au-dessus de 1 000 $ actuellement. OK. On parle de combien pour un 4,5 ou pour un 3,5? On parle de combien à Victoriaville ou à Drummondville? En fait, ça va un peu dépendre puisqu'il y a beaucoup de constructions nouvelles aussi. Oui. Ça joue dans les 8, 900, 1000. Puis écoutez, il y a des 4,5 qui sont jusqu'à 1250, 1300 $, tout dépendant vraiment de l'immeuble. Oui. Est-ce que ça, c'est nouveau chez vous, au centre du Québec? En fait, depuis la pandémie, ça a augmenté tout ça, mais dans les dernières années, effectivement, qu'on se rend compte que finalement, les loyers ici sont aussi élevés qu'ils peuvent l'être à Québec ou à Montréal. Pourtant, on reste quand même une région malgré tout, où les transports en commun, tout ça, sont pas accessibles comme ils le sont à Montréal, à Québec. Fait que ça reste quand même qu'on est, on est des villes, mais on a aussi plusieurs municipalités qui sont rurales alentour. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Fait qu'avec des prix de logement comme ça fait pas de sens. Puis les gens ont besoin de voitures ici. Ils peuvent pas se prendre l'autobus pour aller à l'épicerie. Donc,
à ce niveau-là, là, les gens s'appauvrissent beaucoup. Là. On s'inquiète vraiment de l'inabordabilité là, sur le territoire ici. Là. Oui, je comprends. Monsieur Pratt, comment on explique cette crise de l'inabordabilité, cette crise de l'abordabilité, on peut dire, des logements? Quels sont peut-être les besoins et comment y remédier? Une vaste question. Quelles sont les causes? Le discours en ce moment, ce qu'on entend pour surmonter cette crise-là, on met beaucoup l'accent sur l'importance de construire. Hein? Oui. On regarde à chaque année les statistiques sur les mises en chantier, puis on espère que ce soit le plus élevé possible. Or, sans dire que cet élément n'est pas important pour la crise actuelle et la surmonter, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Parce que on omet souvent de préciser quant à l'enjeu de construire davantage, certes, mais construire quoi? Et construire par qui? Ça, c'est une question qu'on se pose pas suffisamment. L'approche principale des gouvernements, c'est l'idée d'augmenter les mises en chantier, parfois pour des habitations qui sont relativement chères, qui sont destinées à des ménages plus fortunés. Mais le but de ça, ou la logique derrière, c'est de libérer des loyers, des logements moins chers. C'est-à-dire qu'on verrait, disons, il appelle ça la chaîne d'inoccupation, c'est-à-dire un ménage bien en moyen qui s'achète une nouvelle unité qui vient d'être construite et va laisser derrière elle une unité vacante plus abordable. C'est ça la théorie, puis c'est ça, disons, le fer de lance de l'approche du gouvernement pour surmonter la crise. Or, il y a un problème à ça. C'est que lorsque à propos de l'augmentation des loyers, on observe que l'augmentation des loyers est particulièrement salée lorsque elle se déroule à l'occasion d'un changement de locataire. Oui. En 2024 et 2025, l'augmentation moyenne, ça c'est pour Montréal, l'augmentation moyenne des loyers lorsqu'il y a eu un roulement de locataires, en moyenne, l'augmentation a été de 17%, imaginez. Lorsqu'il n'y a pas eu de changement de locataire, là, l'augmentation s'est limitée à 6%. De sorte que lorsque une unité abordable se libère à la faveur d'un ménage qui déménage dans une nouvelle unité plus onéreuse, bien souvent, l'unité abordable libérée ne le reste pas. Parce que, les propriétaires en profitent pour augmenter substantiellement les loyers, ce qui n'est rien pour faire reculer cette crise d'inabordabilité du logement. Oui, surtout qu'à Gatineau, par exemple, on constate que 10% des logements neufs demeurent inoccupés, justement en raison de leur inabordabilité. Donc... Tout à fait. La communauté métropolitaine de Montréal, c'est ça, dans le cas du Grand Montréal, c'est des données que j'ai devant moi. On estime que le taux d'inoccupation, ça c'est des logements qui sont vides, le taux d'inoccupation à Montréal de logements au loyer abordable, il est de 0,4%. Mais par contre, le taux d'inoccupation des logements ayant un loyer élevé, pour sa part, est de 3,8%. Donc, on voit vraiment que pour comprendre la crise du logement, il faut vraiment aller dans le détail des données pour comprendre à quel point ce qui manque crûment en ce moment sur le marché, c'est moins des loyers élevés ou moyens que des loyers réellement abordables. Oui, on va aller dans les détails ensemble. Donc, peut-être Madame Herriman, à l'Association des locataires du Centre du Québec, ça c'est l'organisme de défense des droits en éducation, au droit au logement où vous travaillez. Vous êtes une toute petite équipe de 2 personnes et demie pour couvrir tout le centre du Québec. Donc, à quelles sont les demandes que vous avez et comment y répondez-vous? En fait, oui, on est vraiment une petite équipe pour couvrir tout ce grand territoire-là de 5 MRC.
Vous mettre en chiffre, là, c'est plus de 1660 interventions qu'on a fait juste l'année dernière. Puis là, on est dans une période très, très active. Là, janvier à mars, tout c'est le renouvellement du bail, l'augmentation de loyer, là, tout ça. On déborde, clairement. C'est sûr que, bon, on parlait de l'augmentation de loyer. C'est sûr que ce qui se vit à Montréal se vit exactement ici, là, au centre du Québec. C'est vraiment là, les mêmes choses. Je n'ai pas le pourcentage comme M. Pratt. Cependant, ça ressemble vraiment beaucoup, là. À la même chose, quand les locataires quittent, les propriétaires là, augmentent là, drastiquement là, de souvent $100, là, $200. Il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Puis bon, à l'organisme, c'est sûr qu'on traite de toutes sortes de dossiers. On a quand même une clientèle aînée, la population vulnérable là, qui consulte nos services. Puis effectivement, que le logement dit abordable, il ne l'est pas pour une grande majorité de gens. Fait que si jamais c'est pour une quelconque raison, ils ont à faire un changement de logement, tout ça, mais c'est très difficile pour les personnes de se reloger justement à un prix qui va respecter leur budget. Comme le mentionnait M. Pratt, oui, la construction, c'est bien, il faut construire, c'est sûr, pour pouvoir libérer d'autres logements. En même temps, mais ce qu'on a besoin, c'est vraiment, entre autres, des logements de transition, du logement social, de la coop. Il va falloir innover, puis on va avoir besoin du gouvernement à ce niveau-là aussi, pour pouvoir venir soutenir là, les organismes OBNL, entre autres, d'habitation qui sont capables de construire, mais ils ont besoin de financement aussi. Donc, faut innover un peu dans nos solutions, puis être à l'écoute vraiment des besoins là, sur le terrain, en prévention de l'itinérance, entre autres. Je vous apprends rien, là. Oui, tout est lié, en fait. Quand on ne se loge pas, des fois, on ne se loge plus du tout, là. Donc, Monsieur Pratt, du côté de l'enjeu de la hausse des loyers, là, vous parliez de l'augmentation moyenne des loyers de 16,8% entre 2024 et 2025 pour des logements avec roulement de locataires, contre 6% pour des logements sans roulement de locataires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette donnée est importante pour comprendre la crise actuelle? Cette donnée-là, elle est majeure, elle est structurante parce qu'elle démontre à quel point la réglementation actuelle, le contrôle du loyer n'est manifestement pas suffisant pour garder le parc locatif abordable. Depuis des années, j'imagine, Mme Iremans a joint la voix à tous les gens sur le terrain, les expertes de logement, quant à l'importance de mettre sur pied, par exemple, un outil qui aiderait à préserver l'abordabilité, un registre des loyers. Parce que lorsqu'il y a roulement de locataires, en théorie, le prix du bail précédent est censé être inscrit sur le nouveau bail, mais c'est pas toujours le cas. Puis, c'est un chemin du combattant que ensuite aller faire valoir ses droits au tribunal administratif du logement. Donc, en ce moment, ce qu'on observe, c'est une approche où le gouvernement, dans sa vision, lui, ce qu'il cherche, c'est de faire en sorte que le marché locatif, le marché immobilier, soit le plus profitable possible, de manière à attirer des investissements et ainsi augmenter les mises en chantier. Et pour rendre l'investissement immobilier le plus profitable possible, c'est notamment en allégeant ou en se retenant d'intervenir davantage sur le plan de la réglementation des loyers. L'exemple le plus récent, ça a été la fameuse cession de bail. Ouais. Peut-être que les auditeurs auditrices se souviennent. La cession de bail, c'était justement une stratégie des locataires lorsqu'il y avait changement de locataire. Les locataires précédents cédaient leur bail aux nouveaux locataires de manière à éviter qu'il y ait un nouveau bail qui se signe et ainsi qu'il augmente en moyenne de 17%. C'est ça les chiffres. Le gouvernement est intervenu pour mettre en échec cette stratégie-là. C'est vraiment curieux comme geste parce que c'est une nature à aggraver la crise d'inabordabilité du logement.
Mais lorsqu'on se met, disons, dans les souliers de cette vision du gouvernement, ben ça a une logique parce que pour lui, lorsque les loyers augmentent, ben ça fait en sorte qu'il y a des investisseurs qui seront au rendez-vous pour investir dans le marché locatif et ainsi avoir plus d'unités sur le marché. Or, on comprend de plus en plus que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Oui, le règlement sur les critères de fixation de loyer a été révisé. Il permet, à l'automne, d'ajouter 5% des dépenses de rénovation à l'augmentation du loyer et l'ajout de l'augmentation des taxes foncières et des assurances lorsqu'elles dépassent le taux de base. On a l'impression que c'est un marché qui est vraiment du côté des propriétaires plus que des locataires. Madame Raymans, est-ce que vous pouvez me parler peut-être des règlements? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont suffisants ou pas? Sûrement pas. Non, effectivement que oui, ça semble porter plus du côté du propriétaire concernant les changements au règlement de fixation de loyer. Mais nous, on n'a pas eu de dossier là encore, donc on n'a pas eu de jugement là, en lien avec ces nouveaux changements-là au règlement. Donc on verra là ce qui s'en viendra suite à ça. Mais effectivement que bien qu'on informe les gens, bien qu'ils ont des droits, c'est pas facile de se défendre. Ça prend de l'énergie aussi. C'est pas juste de vouloir faire les mises en demeure, préparer les dossiers au tribunal, se présenter en audience contre son propriétaire. Oui. C'est pas quelque chose qui est simple. Donc, c'est exigeant pour les locataires aussi là, de faire des recours. Là. Tout à fait. Quels sont les besoins peut-être réels sur le terrain, Madame Raymans? Mais si on parle vraiment en construction, vous voulez dire? Oui. Ben, vraiment, la construction, ce que je me mets tout à l'heure, c'est ça prend du logement social. Pour revenir à cette base-là, qui est une solution sûre, c'est efficace pour protéger les gens. Les gens qui vivent d'aide de dernier recours en ce moment, ils se retrouvent devant rien. C'est très, très, très difficile de se loger. Puis à la limite, les aînés aussi, régime de retraite, tout ça, là, la pension de vieillesse, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est très élevé en frais de paiement mensuel là, qu'on reçoit comme revenu. Donc, c'est ce qu'on voyait pas avant non plus. Le visage de l'itinérance, le visage des gens qui s'appauvrissent, qui viennent dans les organismes communautaires n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Là. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent aussi. C'est pas juste les personnes qui sont plus vulnérables, là, disons. Là. Il y a des personnes aussi qui sont des bons salaires, mais qui n'arrivent pas là, au final. Là. Fait que, les besoins sont vraiment du logement social, puis d'aller dans les solutions innovantes, de coop. Oui. On va parler de solutions, oui. Ben, c'est ça, je voulais rester du côté des locataires et des aînés. Donc, avec vous. Je vais passer à M. Pratt. Est-ce que l'augmentation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la construction de logements tout azimut et pas juste sociaux, pourrait avoir un effet de ruissellement sur le marché locatif? Peut-être pousser ceux qui peuvent à déménager dans du plus récent et peut-être de plus cher et libérer des logements à loyer modéré pour les ménages modestes? Oui. Ben, c'est un mythe qui a la couenne dure. Parce que, on mentionnait tantôt, le mécanisme de roulement de locataires qui fait reculer l'abordabilité du parc. Les loyers qui augmentent lorsqu'il y a changement de locataire, ça met en échec le mécanisme souhaité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une unité qui se libère suite à un déménagement, mais cette unité-là, malheureusement, ne reste pas abordable. Il y a aussi un autre mécanisme qui met en échec ce ruissellement, j'aime le mot, c'est celui de la transformation du parc locatif en condominium, en villégiature. Ça, on pense par exemple à Airbnb, là, des plateformes qui sont un fléau, là, des plateformes qui retirent des logements du marché locatif. Donc, lorsqu'il y a un logement qui se libère, il y a aussi cette tendance qu'on observe à ce que ce logement-là soit acheté ou converti en condo, en copropriété. Et évidemment, le condo, ça répond à un marché spécifique, à une clientèle spécifique, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens, tandis que pour du côté des locataires, on se retrouve les mains vides et encore une fois, la réglementation est vraiment insuffisante pour mettre en échec
toutes ces stratégies-là, bon, pour faire un coup d'argent immobilier, c'est connu, c'est documenté, mais le gouvernement lésine à intervenir alors qu'il en a, il dispose des leviers pour le faire. Oui, Madame Heremans, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez poussé la porte qu'on parle souvent du crise de logement, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de crise sociale? Oui, tout à fait. La crise du logement est toujours là, bien sûr, mais oui, ça a des impacts maintenant sur les autres aspects de la vie. Puis on le voit bien, il y a des gens qui ont de la difficulté à payer leur loyer, mais il y a des choix à faire. Est-ce qu'on paye le loyer? Est-ce qu'on va faire l'épicerie? Je parlais tout à l'heure, les gens s'appauvrissent vraiment. Puis bon, peut-être que M. Pratt le disait, le gouvernement a des leviers, a des façons de pouvoir aider ces personnes-là, d'abord à être mieux logées. On a aussi des personnes qui ont des logements, là, donc qui sont soit insalubres, oui. À la limite d'être impropres à l'habitation. En même temps, si j'ai un revenu qui est très bas, je peux pas non plus déménager et aller me payer un logement à 1 000 $. Fait que, les gens aussi ont des menaces pour leur santé, en fait, de leur santé mentale. Rester dans un endroit qui est néfaste pour nous, je veux dire, les gens sont pas supposés vivre ça. Avoir le droit au logement, là, c'est fondamental. Chaque personne est supposée vivre dans un milieu sain pour pouvoir se développer puis se sentir en sécurité à cet endroit-là. Fait que oui, on est vraiment dans une crise sociale, puis les gens vivent beaucoup d'anxiété par la peur aussi de perdre un logement. On parle beaucoup là, lorsqu'il y a des changements de locataires, tout ça, il y a des propriétaires aussi qui sont, sans dire le mot harcelant, mais qui mettent de la pression sur des locataires qui payent justement pas trop cher pour leur loyer. Voudraient bien que cette personne le quitte pour pouvoir le relouer, le double du prix, fait que ça crée vraiment une anxiété qui est palpable chez les locataires en ce moment. Là. Il y a beaucoup de manœuvres douteuses qui se font. Puis bon, mais c'est sûr que nous, les gens qui viennent nous voir, ils ont des problèmes. Donc, j'ai plutôt ce côté de la médaille-là. Oui. Je sais qu'il y a aussi des très bons propriétaires, là. Mais c'est sûr que c'est ça, les gens qui cognent chez nous, qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Là, donc. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est au moment de changement de locataire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, Monsieur Pratt? Oui, tout à fait. Par exemple, à Montréal, le loyer moyen vacant, oui. Donc c'est-à-dire les logements vacants en 2023, le loyer de ces logements vacants était de 1 100 $. Là, on parle de quelle taille de logement? C'est l'ensemble des logements. C'est-à-dire que le loyer en médian, moyen, oui. Oui, c'est ça. Médian, moyen, on prend tous les logements, puis on en fait, la médiane ou la moyenne. En 2023, c'était de 1 100 $. En 2024, donc une seule année, cette même statistique-là, le loyer des logements vacants, il grimpait à 1 610 $. Oh. C'est énorme, parce que tantôt on parlait de taux d'augmentation moyen de 17 % lorsqu'il y a roulement de locataires. Oui. Ben là, quand on mentionne les chiffres auxquels ça renvoie, de 1 100 $ à 1 610, et ça sur une seule année, c'est la donnée de 2024. On n'a pas encore les données de 2025. C'est vraiment un désastre. Puis on craint que Montréal devienne Toronto, que Toronto devient, lui, Vancouver. C'est vraiment un problème, parce que comme Mme Heremans le disait, c'est un problème social. Oui, tout à fait. Mettons-nous en mode solution pour essayer d'aller un petit peu vers de l'optimisme. Quelles sont les options pour les locataires à faible et modeste revenu, Mme Heremans? Il n'y en a pas d'option. Sérieusement, il n'y en a pas d'option actuellement. Souvent, les gens, soit qui vivent en colocation, font ce qu'on appelle chez nous du couchsurfing. Ils vont aller emprunter un divan à quelqu'un. Il n'y a pas de solution là présentement pour ces personnes-là. Ce qui est souvent la première étape vers l'itinérance, ce qu'on appelle l'itinérance cachée finalement, de se loger chez nos amis sur le canapé, plutôt parce qu'on n'a pas pu à se loger. Je voyais qu'une des solutions, ça serait le gel des hausses de loyer, mais comment on fait ça? Est-ce que... Oui, en fait, M. Pratt a aussi parlé là, du registre des loyers. C'est des revendications qu'on fait là, par le regroupement des comités logement et associations de locataires, là, le RECLAC, les revendications qu'on porte, le contrôle du loyer, les hausses.
Mais en même temps, il faut que le gouvernement se mette en place puis qu'il fasse, ben oui, OK, on va soutenir, on va mettre ces choses-là en place. Donc, on a une limite d'action. Oui. On veut bien revendiquer, porter ces choses-là en même temps, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Là. Ça fait des années là, que le regroupement nomme ces choses-là avec le FRAPRU. Je veux dire, ils les ont, les solutions, selon moi, en haut. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Cependant, pour une raison qu'on ignore, comme M. Pratt le nommait, je pense que l'immobilier donne beaucoup de sous à bien des gens. Donc, on s'arrête là, je pense. Oui, M. Pratt, en mode solution. Bien oui, ça prend vraiment une transformation majeure, sans précédent, pour transformer le secteur immobilier au Québec et au Canada et miser sur le logement hors marché. C'est ce que d'autres sociétés ont fait. Par exemple, on mentionne souvent l'exemple de Vienne, en Autriche, où près de la moitié de son parc immobilier est hors marché, imaginez-vous, soit du logement coopératif ou du logement social. Donc, c'est possible de le faire, puis ça permet de soulager la tension entre le fait que le logement au Québec est à la fois un droit, un besoin essentiel, mais aussi un objet, une marchandise très lucrative, que de miser sur le hors-marché permettrait de soulager cette tension-là qui est perpétuelle et qui, on le sait, profite toujours aux mêmes. Alors, on peut s'inspirer de d'autres sociétés comme en Autriche qui ont réussi à le faire, mais ça, évidemment, ça va prendre des investissements publics, pas seulement privés, des investissements publics importants. Et ce qu'on observe, c'est que c'est l'inverse qui se passe en ce moment depuis les années 1990. Là, je remonte loin, mais au fédéral, à l'époque, c'était Brian Mulroney. Il a mis la hache dans les transferts aux provinces pour le logement social, qui était vraiment structurant. Il y a eu une évaporation des fonds publics destinés au logement social, et on s'en est jamais remis. Oui, aujourd'hui, on en paie le prix. Est-ce qu'on pourrait imaginer revenir avec les fiducies d'utilité sociale comme l'initiative Milton Park à Montréal, où les logements sociaux deviennent une création de milieux de vie démocratique, en fait, un écosystème qui mise aussi sur la participation des membres des coopératives et des logements sociaux, pas juste des locataires cordés les uns à côté des autres? Oui, le logement coopératif et son modèle d'autogestion fait vraiment des miracles et aux côtés du logement social qui répond aussi à d'autres besoins. Donc, il y a un bouquet de formes, de modèles qui existent ici au pays, mais il s'agit de viser une augmentation de l'échelle. Et ce serait, on serait surpris d'à quel point on pourrait arriver à des résultats assez rapidement en la matière. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie de Colin Pratt, juriste, sociologue et chercheur à l'Institut de recherche d'information socio-économique, l'IRIS, et d'Evelyne Herymans, la directrice de l'Association des locataires du Centre du Québec. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation, le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Passez tous et toutes une très très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science...